Alors, chers amis, c'est notre dernière conférence. Je vous présente nos conférenciers qui sont Jonathan Banville et Jean-René Rousseau. Ils vont vous partager les moyens de garder alignée une grande organisation vers des cibles communes d'agilité organisationnelle. Il est directeur du Centre d'excellence agilité de Beneva. Jonathan Banville se définit comme un facilitateur. Il accompagne aujourd'hui Beneva dans sa transformation organisationnelle d'envergure. On sait que Beneva est une gigantesque entreprise. Jean-René est vice-président, conseil expert au sein de CGI, 25 ans d'expérience en développement de solutions et en services conseil, dont 20 ans avec des approches agiles qui fonctionnent. Dans cette conférence, vous découvrirez comment à Beneva, l'agilité organisationnelle a été positionnée comme un levier stratégique clé au cœur des ambitions d'affaires. Mais une fois ce positionnement fait, comment se mettre en action de façon concrète? Comment créer suffisamment d'alignement et d'engagement entre l'ensemble des secteurs et pratiques impactés? Comment assurer un alignement culturel? Plusieurs réponses dans les 50 prochaines minutes qui vous seront données par nos deux invités, Jonathan Banville et Jean-René Rousseau. Let's go! Merci. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Il vous reste du gaz un peu? Oui! Salut, Jonathan. Allô, Jean-René. Ça va? fait plaisir de te retrouver sur la scène. Ben, je suis pareillement content. De la place. Oui, je commence à y prendre goût, effectivement. Au début, j'étais content de me retrouver avec toi, mais là, je me sens honoré après avoir vu ta présentation hier. Moi, je suis au final content qu'on présente un petit morceau de nos 3 dernières années de travail ensemble, Jonathan. Effectivement, 3 ans, ça passe vite, Jean-René, puis il y a peut-être quelque chose que tu ne sais pas sur moi. Dis-moi. J'aime la crème glacée. As-tu une sorte en particulier, Jonathan, que t'aimes? Comment tu dis ça? As-tu une sorte en particulier que t'aimes? Je vais y penser pendant la présentation. C'est bon. Donc, aujourd'hui, on aimerait vous présenter ou vous partager un peu le modèle d'organisation de notre transformation agile envers l'agilité organisationnelle. En espérant que ça peut vous inspirer dans vos propres réflexions. C'est le but de notre présentation, une espèce de retour sur expérience. Vous connaissez déjà Beneva, je crois, donc je ne vais pas vous expliquer qu'est-ce que la compagnie d'assurance fait, quoique on pourrait peut-être se rappeler ensemble c'est quoi l'ambition de l'entreprise, c'est de d'offrir la meilleure expérience d'assurance au Canada grâce à notre simplicité inégalée. Il y a quand même un deuxième point que j'aimerais attirer votre attention, c'est le fait que, oui, c'est un regroupement. Puis, pourquoi je le mentionne, vous allez voir, ça a été un élément clé pour définir comment on allait faire notre transformation. Prochaine slide. Vas-y. Parlant de regroupement, il faut donner un petit peu de contexte organisationnel. Il y a beaucoup de changements qui ont été qui nous ont impactés au début pour définir comment on allait entamer ce virage-là. Donc, je vais vous en mentionner quelques-uns. Il y en a beaucoup, mais ceux qui nous impliquent ici pour notre transformation. Évidemment, les deux entreprises avaient chacun leur plan stratégique, donc le fait de les regrouper ensemble a donné lieu à un grand projet qui est l'intégration. On s'est donné 3 ans pour s'unifier. Ça a généré beaucoup de feuilles de route, de roadmap qui touchaient toutes les équipes de l'organisation. Donc ça, quand même, on partait avec ça. Et également, il y avait une initiative qui visait à établir une nouvelle culture d'entreprise. Donc ça, on en a tenu compte également. Beaucoup de nouveaux collègues. Le nombre de collègues a doublé du jour au lendemain, donc il fallait composer avec ça. Et il n'y avait pas de centre d'excellence en agilité avant. Ça a été formé au regroupement. Donc, il faut quand même le mentionner. On a une belle image qui a été produite dès le départ du regroupement pour mettre en lumière tous ces concepts-là de manière intégrée. Et à notre grand plaisir, l'agilité a été positionnée au cœur de la transformation de l'entreprise comme étant un levier stratégique. Donc ça nous donnait vraiment les vents dans les voiles. Et puis finalement, notre vice-présidente exécutive de performance affaires et technologie de l'information, Catherine, que vous avez peut-être vue à la GIC récemment, qui parlait du regroupement, a clairement établi que devenir agile était le seul moyen de réussir. Donc, elle mettait quand même la barre assez haute. Quand même. Quand même. Oui. Donc, avec tout ça, Jean-René, comment on peut entamer une transformation? On fait quoi, là?
On fait quoi? On fait quoi, là? Fait que là, il y a une ambition claire. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Il y a une conversation stratégique autour de l'agilité. Ça, c'est intéressant. Mais comment on se met en action par rapport à ça? Ceux qui étaient à mon keynote hier, ce slide-là, on l'avait. Je le mentionnais. Hein, toujours une approche à ces transformations-là qui sont similaires d'un contexte à l'autre. On passe toujours un peu par les mêmes étapes. Hein, donc, on va vouloir, bien sûr, clarifier ce qu'on veut faire, c'est quoi le problème qu'on veut résoudre. Fait que là, on a vu agilité au cœur de la planification stratégique, un levier stratégique clé, mais encore. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Quelle sorte d'agilité on va vouloir mettre en place? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on ne veut pas? Tu parles d'une nouvelle culture cible. Quel rôle la culture vient jouer là-dedans? Puis bien sûr, Jonathan, il va falloir établir certaines stratégies, se donner une feuille de route, un certain plan de match pour avancer. Feuille de route qui va nous permettre par la suite d'avancer. Je pense que c'est un thème qu'on a entendu beaucoup dans les 2 derniers jours, hein, comment on progresse, qu'on évolue vers de l'agilité pas à pas, itération par itération, incrément de transformation par incrément de transformation. Fait que ces stratégies-là initiales, cette vision-là initiale vont nous aider à donner une impulsion, à donner un élan, à créer de l'alignement. Donc, dans le thème là, de la présentation qu'on vous fait, comment on crée de l'alignement, c'est sûr que cette vision-là initiale est importante. Ça va nous aider dans notre stratégie de communication par la suite. Puis éventuellement, on va pouvoir commencer à ancrer des choses. Fait que c'est ce qu'on a fait, hein, Jonathan? On a eu une première étape que j'aime appeler d'alignement, justement, où on a essayé de répondre à ces questions-là. Je pense que la chance qu'on a eue, vu que c'était bien positionné stratégiquement dans l'organisation, vu que Catherine voyait beaucoup l'agilité comme un levier stratégique clé, on a eu la chance de pouvoir faire des ateliers d'alignement avec certains exécutifs de l'organisation. J'aime dire aussi que l'agilité organisationnelle, ce n'est pas un truc TI. C'est quelque chose qui appartient à tout le monde dans l'organisation. Fait qu'on a aussi la chance, même si Catherine a donné une certaine impulsion initiale de son rôle de vice-présidente exécutive TI, on a eu la chance d'avoir le vice-président exécutif de la stratégie avec nous, vice-président exécutif talent et culture, ressources humaines, et vice-président exécutif de l'intégration. Hein, donc, dans le contexte du regroupement, là, donc il y a une vice-présidence exécutive qui était dédiée à l'intégration. Les questions qu'on s'est posées, pourquoi? C'est quoi les bénéfices? Quand on regarde dans les bénéfices qui sont toujours nommés, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Du débit, de la vitesse, il y avait de l'expérience client dans le mix, de la valeur. Donc, on a essayé de faire un peu le ménage là-dedans. Puis, on s'est surtout positionné, OK, ça veut dire quoi, là? Est-ce qu'on va faire des projets agiles? Est-ce qu'on va faire de l'agilité à l'échelle? Est-ce qu'on vise l'agilité organisationnelle? Qu'est-ce qu'on comprend de ces mots-là? Où est-ce qu'on met le curseur? Est-ce qu'on commence à quelque part et on s'en va ailleurs par la suite? Puis ça nous a permis aussi d'ouvrir rapidement la conversation. Donc, la présence dans nos groupes de réflexion du vice-président exécutif Talent et Culture nous a permis rapidement de positionner, OK, là, il faut qu'il y ait un certain peut-être changement de culture ou est-ce que ça fait partie de la nouvelle culture? Puis c'est vrai que c'est intéressant dans le contexte que on ne vient pas changer une culture, on vient d'en installer une nouvelle hein, à Beneva dans le cadre du regroupement. Fait que quelle place que l'agile vient jouer là-dedans? Est-ce qu'on est conscient des comportements peut-être liés à l'agilité qu'on va vouloir s'attendre? Est-ce qu'ils ont une place? Donc, ça a permis d'ouvrir ce sujet-là très tôt dans notre histoire. Vous avez fait des ateliers, je crois, avec les membres du comité de direction. Au final, ça a été 4 ateliers. Donc, un premier atelier où on explore, un deuxième atelier où on commence à positionner des affaires, puis 2 derniers ateliers où on converge, qui nous ont amenés à cet énoncé de vision. Donc, notre agilité organisationnelle est un levier stratégique clé qui nous permet de maximiser la valeur de nos investissements, de répondre rapidement à un environnement turbulent, en connectant de façon fluide et flexible la stratégie à l'exécution, tout en capitalisant sur le plein potentiel de nos gens. Pas pire, hein? Oui, c'est un bel énoncé qu'on utilise et qu'on rappelle à tous nos gens assez souvent. On abonde, on surutilise cette slide-là. Ça permet toujours de rappeler qu'est-ce qu'on cherche à accomplir, qu'est-ce qu'on cherche à accomplir, qu'est-ce qu'on cherche à accomplir. Mais ça reste un énoncé de vision. On pourrait encore se dire « mais encore », parce que ça paraît bien, c'est beau, fair. C'est comme les posters des organisations, tu sais, travail d'équipe. OK, mais encore. Deuxième positionnement clé, et celui-là, il est fondamental, c'est-à-dire, OK, mais là, où est-ce qu'on va mettre le curseur, surtout initialement? Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Tu l'as mentionné, il y a des équipes qui arrivaient de la SSQ, il y a des équipes qui arrivaient de la capitale. Donc, ce qu'on a assessé à ce moment-là, c'est de dire, hein, on va stabiliser notre agilité d'équipe, on va mettre en place un système d'agilité à l'échelle, puis on va
on va commencer à travailler certains comportements en prenant levier sur la culture cible de l'organisation. Fait que c'est vraiment où est-ce qu'on a mis le curseur initialement. Comment on va s'y prendre? On va se donner 4 grandes stratégies. Donc, on va mettre en place une gouvernance agile par portefeuille. On va organiser le travail autour de flux de livraison axés sur le débit de valeur optimal. On va devenir plus efficient grâce à une stratégie, une discipline d'amélioration continue appuyée par la mesure. Puis, on va développer les bons comportements en utilisant la culture cible comme levier. On voit déjà que la troisième phase touchait, on avait l'intention d'aller vers l'agilité organisationnelle. Exact. On voit qu'on est... Il faut y aller par étapes. Il faut y aller par étapes. On était conscient, je pense, qu'à ce moment-là, puis dessus, je pense, notre keynote à 13h, Mike parlait un peu système first. Hein? Fait qu'il il y avait ça dans l'intention de dire, OK, on va essayer de stabiliser un système d'agilité à l'échelle en premier. Puis d'ailleurs, c'est le thème stabilisation qu'on a utilisé. Hein? Fait que pour se donner aussi, encore une fois, c'est très utile dans les plans de communication. Hein? Pour garder les éléments, il faut imaginer à combien de personnes il faut communiquer cette stratégie-là, qu'il faut donner sens à cette stratégie-là dans l'organisation. Donc, ces genres de visuels-là qui permettent de résumer assez rapidement, assez simplement ce qu'on cherche à accomplir, où est-ce qu'on s'en va. Donc, un premier jalon dit de stabilisation. On va vouloir stabiliser la gouvernance et les façons de faire. On va vouloir s'assurer qu'on positionne les rôles et les comportements cibles pour nous amener vers une phase d'accélération et éventuellement d'optimisation. On va être bien honnête, Jean-René, on n'avait pas ces dates-là au début quand on a créé notre premier plan. C'était plus écrit. C'est drôle parce que Louis de la SQI, tantôt, disait à peu près ça aussi. Tu sais, ça va prendre 1 an, puis ça va être stable. Sur papier, ça va l'air bon, hein? Non, exact. Fait que ça va avoir pris un peu plus de temps. On a eu un feedback du comité Vision quand même qui disait que, malgré tout, on avançait dans la bonne direction. Je pense que, puis on va le voir dans nos mécanismes de gouvernance, effectivement, le fait d'avoir gardé la conversation stratégique vivante tout au cours de ces trimestres-là, de ces années-là, nous permettait aussi d'ajuster la vitesse du changement, toujours dans un contexte de regroupement, Jonathan. Hein? C'est-à-dire du changement, il y en a encore dans l'organisation énormément. Numéro 1, compléter l'intégration. Absolument. On a pris soin de détailler un peu plus finement cette phase de stabilisation-là. Donc, on a pris une approche un peu à la OKR, où sur chacune des stratégies, si on dit on veut être stable sur chacune de ces stratégies-là, bien, ça va vouloir dire quoi stable pour nous? Hein? Ça veut dire quoi d'une gouvernance de portefeuille stable? Ça veut dire quoi des flux de livraison stables? Ça nous a permis aussi, un peu à l'approche TDD, si on veut, donc d'être capable de dire, OK, c'est ça que ça devrait ressembler. Vous allez voir tantôt, ça va nous aider aussi dans notre stratégie de mesure. Puis, on a mis quelques morceaux clés dans une feuille de route qui n'a pas tenu la route bien longtemps, mais qui a été fort utile pour communiquer. Ça prend des plans, hein? Ça prend des plans, mais le plan est de replanifier. Mais sacrée belle démarche quand même sur papier, j'en ai. Mais là, rappelons-nous le contexte, là. Hein? On a 72 équipes là, qui ont été formées du jour au lendemain, reconstituées des 2 entreprises. Tous les gestionnaires de ces équipes-là étaient, pour la plupart, dans des nouveaux sièges, devaient trouver leur place dans l'organisation. Ils devaient restructurer leurs équipes. Et tous les secteurs le faisaient en même temps, là. Les secteurs métiers, hein, on a le collectif, le dommage, l'assurance vie, santé, mais aussi les secteurs corporatifs. Donc, tout le monde en voulait. On avait une opportunité à saisir, là. Donc, ça concerne au-dessus de 1000 personnes quand même, là, quand même. Qui travaillent dans un système de livraison de valeur. Là. Oui. Donc, on n'avait pas le choix d'orchestrer quelque chose. Il nous manque une 5e stratégie. Oui. Il nous manque une 5e stratégie. Donc, on a rajouté la stratégie orchestrer le déploiement de l'agilité organisationnelle par un programme structurant. On va voir comment on a structuré le programme par la suite, mais il fallait donner un nom. Donc, si on voulait bien orchestrer tous les gens qui ont leur spécialité, qui jouent chacun de leur instrument, mais que ça joue bien tout le monde ensemble, on a appelé le programme Symphonie. Bon choix de terme, hein? Vous en pensez quoi? Première chose à faire, premier défi. Il y a quoi dans ce bel orchestre-là? Là? Hein? Il y a quoi dans ce bel orchestre-là? Hein? Les spécialités, il y en a plein. Puis la transformation ne touchait pas que l'agilité. On impactait aussi les autres pratiques où, en fait, il fallait que les autres pratiques se fassent en cohérence, tout le monde ensemble. On ne voulait pas avoir à rabouter toutes les pratiques ensemble pour arriver à quelque chose. On voulait être performants collectivement.
Donc là, on a commencé à approcher des partenaires dans l'entreprise. Je pense que le bureau de projet, dès le départ, on était en collaboration avec eux. La gestion de changement s'est joint, comme tu le mentionnais, avec notre équipe de TCC tout à l'heure. L'expérience client, on a fait un tour de roue. On a eu la culture avec nous depuis le départ dans notre équipe de coordination. Et on a plus de 10 pratiques au fur et à mesure de notre aventure avec lesquelles on a joint les forces pour bâtir une infrastructure sur laquelle nos trains d'entreprise allaient être performants. Bien, cette infrastructure-là, on lui a donné un nom, c'est notre système de création de valeur bénévole, que voici. Donc, on le voit dans l'état actuel aujourd'hui, ça a l'air bien beau, puis l'idée, c'est pas de le parcourir ensemble. Il y a quelques postes ouverts chez nous, vous pouvez appliquer puis venir le vivre sur le terrain, mais c'est un processus qui allie la stratégie jusqu'à l'exécution. Donc, on l'appelle communément notre processus de bout en bout. Mais il n'est pas venu comme ça du jour au lendemain, là. Comme je le mentionne, les équipes étaient déjà en action, étaient déjà en train de travailler, et là, on commençait à aligner nos pratiques. Donc, on a commencé à documenter dans un référentiel grandissant à mesure qu'on accompagnait les gens sur le terrain pour en venir jusqu'à la version actuelle. Puis on l'a fait de façon incrémentale et itérative. Puis on l'a fait sur 2 angles. Le premier, c'était on va se faire un premier tour de roue de tout le processus, puis après ça, on va le creuser. Puis on s'est aussi dit, quelles sections seraient les plus pertinentes à regarder en premier? Puis je donne juste un exemple, là. La gestion par portefeuille. On se devait de prioriser les initiatives dans l'entreprise. Donc, c'est par là qu'on a commencé à plus creuser le volet gestion du portefeuille pour finalement le compléter avec la stratégie, les équipes de livraison. Évidemment, on ne voulait pas partir d'une page blanche. Donc, on s'est inspiré et on a utilisé plusieurs cadres, plusieurs référentiels comme des accélérateurs pour se mettre en action. En action sur le contenu, mais en action aussi sur le contenu de formation. Juste pour en mentionner quelques-uns, vous les voyez ici, là. Il faut aussi dire que SAFE avait mauvaise presse au début de l'aventure. Les 2 entreprises avaient connu des mauvaises expériences, donc il fallait y aller doucement. Mais au fur et à mesure qu'on avançait, en démystifiant certains termes, il y a eu des secteurs qui se sont mobilisés pour y aller d'emblée. D'autres qui ont dit on va attendre de finir nos projets d'intégration puis on va entreprendre le virage. Donc, mais c'était vraiment notre point de départ. Peut-être, moi, un apprentissage par rapport à ça. Tu disais que tout était en action en même temps. Hein? Fait que j'ai connu beaucoup de contextes où on avait la chance, on faisait, mettons, un premier projet pilote ou un premier train ou un premier morceau. Fait que, tu sais, ça permet, tu crées comme un peu une recette maison, tu développes du contenu de formation. Mais là, quand tout le monde, tout d'un coup, est en action en même temps, là, tu te vois que le coût de développer du matériel de formation, puis là, de s'entendre sur le langage, bien, quand tu dis que SAFE puis les autres cadres ont été des accélérateurs, je trouve que ça nous a permis de rapidement d'établir un certain langage commun, puis mettre ainsi une base, une couche de peinture commune à tout le monde, dire, gang, ça, c'est notre cadre de référence, c'est de ça qu'on va s'inspirer pour notre système de création de valeur. Ça a permis d'accélérer la première couche de mise à niveau de tout le monde. On peut peut-être faire un parallèle avec la présentation de notre keynote en début d'après-midi. On avait besoin d'être peut-être un petit peu plus dans la zone rouge pour débuter. Exact. Donc, il y a quand même eu un élément déclencheur au printemps dernier quand SAFE 6.0 est sorti, où là, on s'était rendu compte qu'effectivement, on avait peut-être adapté certains termes, mais avec l'engouement qu'il y a eu autour de 6.0, on s'est dit, bon, ben, on va peut-être ramener notre référentiel un petit peu plus vanille en lien avec certains concepts qui étaient véhiculés avec SAFE. Donc là, ça a connu quand même une belle évolution, là. Bon, ça, c'est le système qu'on a documenté, mais ce n'est pas seulement qu'une équipe qui l'a fait. Comprenez que c'est vaste, un référentiel qui couvre la stratégie jusqu'à l'exécution. On avait des équipes qui avaient leurs propres pratiques, qui développaient du contenu qui allait être déposé dans le référentiel, mais il y avait aussi le référentiel en soi qu'il fallait documenter. Donc, vous voyez ici un minimum de 5 équipes, puis ça a évolué avec le temps, avec les autres pratiques qui sont venues se greffer tranquillement. On avait quand même une coordination des pratiques par un élan qu'on a eu avec ce qu'on appelle le comité d'alignement des processus et pratiques. Et ensuite, on se distribuait le travail au travers de ces différentes équipes-là, puis on a pris les différentes couches du processus, de stratégie, le portefeuille, livraison, qui avaient chacun leur carnet et qui livraient le bout du produit, ainsi que leur PO. Donc, les équipes des différentes pratiques prêtaient leurs conseillers pour venir développer le contenu.
Et puis, c'est comme ça qu'on a bâti le référentiel. Puis c'est intéressant aussi, moi, comme apprentissage de ce que j'avais vécu dans le passé. C'est vrai que souvent, le Centre d'excellence agile, il porte la conversation, puis des fois, il apporte tout seul la conversation. Puis quand il y a une envie d'agilité organisationnelle, puis quand il y a une envie de connecter la stratégie à l'exécution, quand tu montrais tantôt l'ensemble des pratiques impactées, bien, comment on est capable de créer des équipes multidisciplinaires qui viennent créer du contenu ensemble? Parce que trop souvent, je vais constater qu'on a un cadre de gestion de portefeuille, on a un cadre de livraison, on a un cadre de gestion des risques, on a un cadre de ci, on a un cadre de ça. Puis quand tu mets tous ces cadres-là un par-dessus l'autre, bien, ils utilisent des termes différemment. Des fois, il y a des noms de rôles différents. Puis tu dis, si j'ai à tracer le chemin, moi, de valeurs de bout en bout, puis il faut que je passe dans 8 cadres qui n'ont clairement pas été faits en même temps par les mêmes personnes, bien, pas sûr qu'on crée la fluidité puis l'agilité qu'on veut créer. Fait que je pense que c'est un élément vraiment différenciateur, là, cette mécanique-là, de toutes les pratiques ensemble. Là. Je pense que ça m'amène quand même un élément de fierté ici parce qu'on était un beau terreau fertile pour pouvoir avoir ces discussions-là. Un des seuls endroits où tout le monde se rencontrait pour avoir ces discussions et s'entendre sur le vocabulaire commun. Je te disais souvent, le centre d'excellence, c'est le Scrum Master de l'organisation pour s'assurer justement d'orchestrer et de faciliter cette conversation-là entre tout le monde. Donc, chapeau à toi, Jonathan, d'avoir réussi ça. Bon. J'ai eu de l'aide. C'est moi qui t'interromps, là. C'est à toi. T'attends après moi, hein? Fait que tu me dis, là, c'est cool d'avoir un référentiel, là. Oui. Ça fait que tu as plein de pages Confluence, là. Oh, super. Ouais. Là, tu as des gens sur le terrain qui travaillent, right? Oui, effectivement. Là, il y a des équipes, là. Oui, on a beau documenter ça dans un Confluence, là. On ne l'a pas encore mis en action, là. Il faut le mettre en action, en fait. Gros aspect de gestion de changement à considérer, là. Puis probablement que le monde sont en action avant que tu écrives sur Confluence. Ils n'attendent pas sur nous autres. Ah, exact. Fait que ça prend une genre de courroie de transmission entre ça, là. Faut que ça Quelle tourne. bonne idée. Bonne idée, hein? Bonne idée. Puis, personnellement, là, on utilise souvent l'expression « construire un Boeing en plein vol », là. Mais je trouve qu'on n'a jamais autant construit un Boeing pendant qu'il est en plein vol. Ouais. Puis comme on vous dit, pas en plein vol dans « OK, on va l'essayer dans un secteur parce que le reste est stable ». Parce que dans le contexte de l'intégration puis de la fusion des deux organisations, ce que ça l'a créé, souvent quand on arrive dans une transformation agile, on dit « OK, bien, vous travaillez déjà d'une certaine façon. Là, on va venir ajuster, on va venir rénover, on va venir changer vos façons de faire. Puis là, on va attaquer un secteur, dire, on va peut-être faire plus de changements là, mais les autres, vous pouvez continuer d'opérer. Mais dans le contexte de la fusion, puis l'intention de la fusion, donc pas une qui acquiert l'autre, c'était justement, on remet toutes les cartes sur la table. Il n'y a plus de comment on travaillait avant. Fait que là, le monde se retourné vers nous. Comment on travaille maintenant? Bien, je ne sais pas comment tu travaillais avant, mais il n'y en a plus d'avant. Il n'y a pas d'avant, c'est maintenant. Fait que ça a créé un contexte vraiment différent. Je ne suis pas sûr qu'on va vivre ça. Oui, il y avait quand même une vive intention de vouloir travailler d'une nouvelle manière. Assurément. Les références au passé ont vite été passées. Oui, oui. Mais il fallait arriver avec des réponses. Ouais, ça verra, ça va émerger, pas tout le temps. Hein? Ouais. Pas tout le temps. Fait que comment on fait ça? Comment on fait pour créer cette courroie-là entre ce qui se passe sur le terrain, l'effort, parce que oui, c'est bien beau d'avoir toutes les pratiques autour de la table et écrire des pages Confluence, mais là, chaque page Confluence est douloureuse. Il faut s'entendre ces mots, puis moi, c'est ça mon référentiel, puis moi, c'est ça mon background. Fait qu'il y a comme un certain temps par rapport à ça. Puis comme je vous dis, pendant ce temps-là, sur le plancher, ça roule. Fait que comment qu'on a une stratégie qui permet de supporter le terrain, qui permet aussi de s'adapter à chaque secteur d'affaires, va à une vitesse en fonction de son contexte d'intégration. Par exemple, l'assurance de dommages est devenue bénévole en premier. Puis ensuite, les autres ont suivi. Fait que comment on s'ajuste avec ça? Fait qu'il faut avoir de l'alignement tout en décentralisant. Puis, bien, il n'y a pas 1000 façons de faire ça. Quand on regarde comment SAFE propose de créer des centres d'excellence agiles, il dit, bien, tu peux en avoir un qui est centralisé. Fait que je vais dire, Jonathan, as-tu envie de centraliser toutes les décisions chez vous? Pas tant. Tu pourrais créer des centres d'excellence dans chacune des lignes d'affaires. OK, mais il y a besoin de cohésion. Hein? On veut être aligné sur des cibles communes d'agilité. Fait que je pense que le modèle de type Hub and Spoke était pas mal le seul qui nous apparaissait une bonne approche. Puis en termes de hub, ben, c'est là, puis tu l'as mentionné tantôt, l'équipe de coordination dans le programme, de dire ben, comment que directeur de centre d'excellence agile, directeur du bureau de projet, quelques conseillers stratégiques, une directrice de gestion du changement, quelques leaders clés de l'organisation qui sont les porteurs de ce sujet-là, bien, comment on est devenu une équipe de coordination qui assurait la cohérence, l'alignement, la promotion du programme, la gestion du changement de façon plus globale, puis que cette équipe-là devenait un pivot entre les intentions de l'organisation
puis de garder cette conversation stratégique-là vivante. Et, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe sur le terrain, Jonathan? Oui. Comment on fait le pivot entre ça? Fait que l'équipe de coordination, pour nous, elle avait ce rôle-là. Puis, dans chacun des secteurs de l'organisation, on a été capable d'en identifier 6, alignés avec justement les produits et services de l'organisation, alignés avec les portefeuilles qu'on mettait en place. Mais comment dans chacun des secteurs, bien, on créait une table d'agilité sectorielle, donc un groupe de travail, de réflexion qui avait le mandat d'assurer le déploiement, la planification du changement dans ce secteur-là. C'est drôle, tu as encore le réflexe d'appeler ça une table d'agilité. Oui, parce que c'était avant son nouveau Au début, on l'appelait comme ça. Au début, on l'appelait comme ça. Et quand on s'est rendu compte que c'était un système de création de valeur qui alignait toutes les pratiques, la portée a changé. C'est devenu une table de performance du système de création de valeur. Exactement. On avait quand même 3 rôles principaux qui gravitaient, qui étaient au cœur de cette table-là. Tu les mentionnes ici, je veux juste les souligner. C'est d'avoir quelqu'un de responsable du secteur. On l'appelait le PO sectoriel, mais c'est lui qui comprend le contexte du secteur. Puis il s'appuie sur un conseiller en agilité principale, malgré qu'il y avait des petites équipes de conseillers en agilité par secteur, mais il y en a un qui comprend aussi, qui s'allie avec lui pour comprendre le contexte. Et la conseillère, c'est quasiment toutes des conseillères, en gestion de changement, qui les accompagnait, mais qui aussi accompagnait toutes les équipes du secteur, donc pouvait vraiment mesurer l'impact du changement qui allait être apporté par la mise en place de ce système-là versus tout ce qui se passait dans le secteur. Ouais, donc, le contexte très différent de secteur à un autre. C'est super important, ça, parce qu'au-delà de gérer le changement qu'amène de vouloir travailler en agilité, il y a tellement de changements dans nos organisations aujourd'hui, puis on le répète comment qu'à Beneva, tous les changements qui arrivent en même temps, c'est que d'avoir ces conseillères de gestion de changement-là qui étaient déjà, eux, attitrés par secteur, donc pas nécessairement dédiés au programme Symphonie, mais qui assuraient de faire sens de l'ensemble des changements de l'organisation en même temps, bien, assurément que ça a été un élément, un élément assez... Juste avant que tu changes de diapo, je veux quand même le souligner parce que au fur et à mesure que le système se déployait avec les différents éléments des différentes étapes, les différents artefacts, bien, il y a des conseillers en performance qui sont impliqués. Il y a des conseillers en analyse d'affaires. Il y a l'innovation aussi qui est venue frapper à la porte des différents secteurs. Nos Scrum Masters, nos RTE. Dans cette tribune-là. Exact. Exact. Fait que ce que ça donne comme structure de programme pour nous aider à garder aligné l'organisation sur des cibles d'agilité communes. Déjà, vous vous souvenez peut-être d'un énoncé de vision qui disait qu'il faut connecter la stratégie et l'exécution de façon fluide. Fait qu'on avait juste à y rajouter un petit ensemble en avant, puis on se dit « Hey, gang, c'est ensemble qu'on va connecter la stratégie à l'exécution de façon fluide. » Jonathan, tu nous as dit on a des équipes de pratique, multidisciplinaires de pratique qui s'assurent que les processus de stratégie, les processus de portefeuille, les processus de livraison évoluent bien, sont cohérents avec les ambitions, les envies, les objectifs de tous et chacun. On a dit qu'on a une structure de déploiement sectoriel où on a des tables de performance du système de création de valeur dans chacun des secteurs qui accompagnent les secteurs. On a l'équipe de coordination qui assure le pivot avec ça. Puis, ce qui nous manquait, c'est de s'assurer qu'on avait des événements, des rencontres, des techniques qui nous permettaient vraiment de créer la courroie de transmission entre tout ça. Puis c'est là qu'on s'est dit, bien, comment on fait pour garder aligné une douzaine d'équipes sur des objectifs communs? Peut-être que si on avait une cadence commune, peut-être que si on faisait une planification à l'échelle commune. Je pense qu'on est un train. Je te vois venir. Je pense qu'on est un train, Jonathan. Je pense qu'on est un train. Ouais. Fait qu'on s'est mis à framer notre programme Symphonie comme un train safe. Donc, PI planning à chaque trimestre, des syncs de PO, des démos, des systèmes démos qu'on appelle des démos combinés qui permet au secteur du collectif de dire au secteur du dommage, check ce qu'on a fait de ça, qui permet aux équipes, mettons, plus structurantes du processus de dire voici un nouveau positionnement pour tout le monde, avec, bref, qui permet d'assurer les courroies d'échange. Des communautés de pratique sur nos métiers clés, Scrum Master, PO, RTE, chargé de portefeuille. Puis, bien, tes coachs, donc en accompagnement, avec leur mandat d'accompagnement dans les diverses sections de l'organisation. L'autre bout important du programme, puis c'était important de le faire apparaître par morceaux, parce que quand on la regarde tout seul, disant « Ah ouais, ça, c'est votre structure de programme agile, ça n'a pas l'air full agile. » Il me semble qu'il y a beaucoup de bulles, mais c'est un gros programme de transformation. Fait que il faut rester connecté avec la gouvernance. On vous a parlé de nos 4 vice-présidents exécutifs qui nous ont accompagnés dès le début dans la vision, dans les stratégies initiales. Fait que c'était important de garder la conversation vivante avec eux.
Donc, mensuellement, on les rencontre, on discute de nos risques, de nos bloquants, où on est, où on pense que ça devrait être le prochain move. Donc, ce comité vision-là demeure très important pour nous, qui lui-même est bien connecté avec le comité de direction de Beneva, qui s'assure de rester cohérent avec... On vient de réactualiser la planification stratégique, donc s'assurer que tout ça est bien cohérent. Excellent, Jean-René. J'insiste sur le lien qui existe entre les tribunes sectorielles puis leurs instances de gouvernance, parce que bien qu'ils veulent s'assurer de garder le cap avec ce qu'on préconise en termes de système de création de valeur avec notre programme Symphonie, il faut aussi qu'ils tiennent compte du secteur. Qu'est-ce qui se passe dans les assurances vie, les assurances collectives? Comment ça se passe dans les réclamations au niveau du dommage? Va venir impacter le plan de déploiement de ça ici et même influencer les morceaux qui vont être mis en place. Donc, c'est eux qui, finalement... Puis c'est une danse, hein? Priorisent ce qu'il y a à faire. C'est là que c'est une danse quand on dit centraliser, décentraliser, puis notre modèle de type hub and spoke, c'est-à-dire entre des intentions globales dont on s'en va par là, puis une réalité sectorielle, ouais, mais nous autres, l'urgence, c'est ça, puis nos défis sont ça. C'est vraiment comment on a été capable d'établir cette danse-là. Puis je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, puis souvent on dit il n'y a rien de magique dans SAFE, à part peut-être le PI planning. Bien, pour moi, le morceau clé dans tout ça, qui crée de l'alignement, qui permet de réactualiser la conversation trimestre par trimestre, bien, c'est quand on se présente dans nos PI planning de Symphonie. Oui, honnêtement, c'est un fantastique outil qu'on a mis en place en pleine pandémie quand même. Là. Pour moi, c'était la première fois que je vivais des PI planning. Je l'ai vu évoluer, je l'ai vu mis en place, évoluer en fonction de nos besoins aussi. Ici, on voit un exemple où est-ce qu'on est rendu après 8 intervalles. On disait des incréments avant, maintenant c'est des intervalles. On est passé à SAFE 6. On s'adapte. On s'adapte. Mais on est débuté avec quelques équipes et là, vous voyez, on retrouve les 12 équipes autour d'un tableau de dépendance qui est revu aux 2 semaines avec toutes nos PO pour voir est-ce que les choses sont bloquées, est-ce qu'on peut s'entraider. Et on le vit tous ensemble. Ces équipes-là font le PI planning ensemble, où les visionnaires viennent même rappeler notre intention, notre vision au début de la semaine. Et puis, à la fin, on fait un retour sur ce qui est engagé. Chose importante à mentionner aussi, c'est en mettant la mise en commun qu'on voit quand il y a des dépendances, mais aussi quand il y a des opportunités de travailler ensemble. À brûle-pourpoint, je me rappelle quand on a commencé à parler reddition. Bien là, toutes les équipes étaient intéressées. Tous les secteurs en même temps montaient leur tableau de bord, montaient leur métrique. On a créé une cellule qui travaillait exclusivement là-dessus parce que ça rejoignait beaucoup d'objectifs individuels. Donc, je vais faire un petit zoom sur quelques éléments ici. Tu peux avancer, je crois, là. Peut-être essayer juste d'imaginer, encore une fois, dans l'objectif, comment on garde aligné une grande organisation sur des objectifs communs d'agilité, comment que ça peut être utile qu'à chaque trimestre, on a à peu près quoi? Entre 100 et 120 personnes à peu près impliquées au cœur du programme Symphonie, qui à chaque trimestre ont une conversation sur « mais c'est quoi le prochain move? » Exact. Par rapport à nos cibles de stabilisation. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ouais. Avec l'équipe de coordination annonce déjà une thématique avec des objectifs globaux qui sont partagés à l'ensemble des PO et des équipes en amont du PI planning. Donc, lorsqu'on arrive à débuter l'exercice en groupe, vous voyez tous les objectifs qui sont annoncés par toutes les équipes. Ici, là, ça totalise en moyenne 45 à 50 objectifs au total. Donc, c'est là qu'on se rend compte de l'ampleur. Comme tu dis, certains des fois en concurrence ou en complémentarité. Oui. Puis, tu sais, la magie du PI planning, c'est pas autant la semaine que ça se passe que les semaines avant, quand on commence à réactualiser les objectifs pour le prochain intervalle. Absolument. Puis, on a aussi fait évoluer notre mode de fonctionnement. Au départ, on partait avec un PI planning comme enseigné sur 2 jours intenses, tout ça. Bon, le fait qu'on était en virtuel, qu'on était en accompagnement dans les secteurs qui ont leur propre projet d'intégration, on a dû s'adapter. Donc, à chaque PI, on faisait une rétro sur le PI planning en soi, mais une rétro à la fin du PI avec l'ensemble des équipes, et on s'est adapté. On a modifié l'horaire pour s'assurer qu'il n'y avait pas de conflit, que les coachs, entre autres, qui accompagnent plusieurs équipes, n'étaient pas tiraillés entre 2 équipes, mais pouvaient accompagner autant les équipes sectorielles que les équipes qu'on appelle structurantes au cœur de Symphonie.
Donc, c'est juste pour donner un aperçu là, de l'agenda qu'on a mis de l'avant. Et un petit zoom sur une des équipes. Évidemment, j'ai choisi celle du Centre d'excellence en agilité, là, où vous êtes peut-être familier avec le gabarit, mais on annonce nos objectifs à l'avance. On fait un premier découpage de comment on pourrait aborder ça, sprint par sprint, plus précis pour débuter, puis après, on s'ajuste. On essaie de s'engager sur certains objectifs, certains sont non engagés. On identifie nos risques et on se donne un vote de confiance pour la suite. Et à la fin du PI Planning, ce qui se produit généralement le jeudi matin, là, on reconvoque toutes les équipes, nos parties prenantes, et là, on peut leur faire un vote de confiance, tout le monde ensemble, sur l'atteinte des objectifs globaux du train, en fait. S'il y a des risques qui sont remontés au niveau du programme, on les partage. Et ici, on en avait quelques-uns qui étaient déjà assignés ou atténués. Et surtout, on regarde le travail qui est engagé, les objectifs, les résultats attendus, avec toutes nos parties prenantes, quoi. C'est là que nous, comme équipe coordination, les principaux risques qui ne seraient pas en mesure d'être pris en charge par les différentes équipes du programme, on est capable de nous les amener à la coordination et de les remonter au besoin à notre comité vision. Peut-être une petite note aussi sur le document qui est restitué par la suite. Il dit voici l'ensemble des objectifs engagés, certains partiellement engagés. D'un point de vue communication, gestion de changement sur le programme, garder aligné une grande organisation sur des objectifs communs d'agilité, ça devient ça aussi un outil de communication qui permet à tout le monde d'avoir accès à OK, dans tout ça, c'est ça qu'on s'apprête à faire dans le prochain trimestre. C'est super. C'est bon, c'est cool. Hein? Fait que là, on a des pratiques qui sont en confluence, on a des équipes qui se synchronisent entre eux autres dans un PI planning, c'est fantastique. Mais il y a une affaire que j'ai appris, moi, au fil de mes mandats de transformation, Jonathan, là, parce que là, il y a beaucoup de monde impliqué, right? Puis il y a des objectifs ambitieux. Hein? Tôt ou tard, il y a quelqu'un qui va venir cogner à ta porte et va te dire t'es rendu où, Jonathan, dans la transformation? Oui, si tu ne me l'as pas dit une fois, tu me l'as dit 100 fois. Parce qu'on met notre temps dans une feuille de temps, là. Je suis le premier. On sait comment ça coûte. On sait comment ça coûte. Ça fait 3 ans que je veux qu'on se mesure, Jean-René, puis on en fait des mesures. Mais l'avancement du programme, c'est quand même compliqué de voir comment on peut mesurer ça, mesurer l'avancement, la valeur qu'on génère. Exact. Fait qu'on est allé avec une stratégie de mesure, on pourrait dire, à 4 niveaux. Puis c'est là que les orientations initiales, nos stratégies, les bénéfices attendus, parce qu'on s'entend que ultimement, si on veut maximiser la valeur des investissements, si on veut augmenter le débit de valeur puis la vitesse de prise de décision, si on veut se donner une capacité de pivot de la stratégie et de l'exécution, si on veut capitaliser sur le potentiel humain, ce qui sont les outcomes recherchés, c'est ça. Notre Saint Graal, c'est ça. C'est ça qu'on veut faire. C'est pas facile de mesurer ça. Il faut mettre en place la mesure qui va nous permettre de faire ça. Mais il faut créer un système qui, on espère, va créer ça. Fait qu'il faut aussi comme mesurer l'avancement du chantier du système. Fait que les objectifs qu'on vient de voir à chaque PI, c'est sûr qu'on est capable de faire un suivi. Comme là, aujourd'hui, on est à peu près à mi-chemin de notre PI 9, là, au tiers de notre PI 9. On est en mesure de dire, d'apprécier chacun de ces objectifs-là, tu dis une cinquantaine. On est capable d'avoir une idée. Y a-t-il ces objectifs-là qui ont déjà foutu le camp? Y en a-t-il qui sont target pour se réaliser? Y en a-t-il qui sont bloqués? On est capable d'avoir une vue, disons, opérationnelle de comment que ça se passe dans chacun du PI du programme. Oui, à chaque fin de sprint, on a une idée claire où est-ce qu'on est rendu. On publie des faits saillants, puis c'est fantastique. Où est-ce que ça devient intéressant? C'est nos stratégies clés et surtout les OKR de stabilisation qu'on s'est donnés. Là, on est capable d'aller faire un sondage. Puis un sondage, pas nécessairement, oui, il y a quelques questions qui sont peut-être un peu plus qualitatives, mais on a essayé, on a fait un travail, puis je vois Chantal qui est juste là, on a fait un bon travail d'essayer d'être assez binaire, là. Ça, c'est-tu en place ou pas? Puis on va demander ça au Scrum Master, au RTE, au directeur, donc à ceux qui le vivent, le système sur le terrain. Puis ça nous permet d'apprécier notre maturité dans la mise en place du système. On est capable d'aller plus finement dans certaines zones, avec des radars de maturité agile, donc un radar d'équipe, un radar de train, un radar de portefeuille. On a des radars par rôle aussi, maturité des Scrum Masters, maturité des PO. Fait que ça, c'est notre troisième stratégie, juste pour aller raffiner des fois dans des petites zones, donner des cues aux conseillers qui sont sur le terrain, aux coachs qui sont sur le terrain pour voir où est-ce qu'il faut donner des petits coups de tournevis. Puis, ultimement, puis ça, c'est le bout qu'on est en train de mettre en place, Jonathan, j'ai hâte que ce bout-là fonctionne bien, je t'avoue, de dire, bien, si on veut
plus de valeur, si on veut plus de flow, si on veut des gens plus engagés, plus heureux, bien, il faut leur commencer à falloir avoir ces indicateurs-là opérationnels qui nous montrent que, bien, oui, la vitesse a augmenté de 10 oui, la valeur a augmenté de 20 oui, le bonheur, le niveau d'engagement des employés de ce train-là va bien. Donc, ça, on est en train de faire ces arrimages-là qui vont nous permettre ultimement, surtout de mesurer notre phase d'accélération. Pendant qu'on stabilise, mesurer l'avancement du système, c'est super utile, mais comment on va pouvoir dire qu'on accélère, là, ça va être s'assurer, ça va vraiment la stratégie 4 là, va devenir hyper importante pour notre phase d'accélération. Ça ressemble un peu à ça. Vous voyez qu'au-delà des chiffres, vous voyez comment on a progressé. Puis c'est toujours ça, hein? Tu progresses comme assez rapidement en maturité au début. Puis à un moment donné, les dernières marches de stabilisation sont plus dures à monter. Hein? Puis il se passe toujours la même chose aussi. Pour ceux qui ont utilisé des différents types aussi de radars agiles, bien, au début, les gens se disent, ben oui, je fais ça. Ben oui, on est bon là-dedans. Puis là, à un moment donné, ils prennent conscience qu'ils sont peut-être pas si bons que ça. Ça, c'est drôle, c'est documenté. Effet Dunning-Kruger. Où est-ce que tu réalises que tu n'es peut-être pas si bon que ça, puis c'est un bon signe. C'est-à-dire que là, tu sais, notre gouvernance, on dit, hey, on a-tu atteint un plateau? Non, on a même des petites régressions. Non, non, non. C'est bon signe. Les gens prennent conscience qu'ils ne sont pas si bons que ça. Puis là, je pense que ça va donner le uplift pour la suite de notre phase de stabilisation qui se termine là, à Noël. Absolument. On n'a pas mis le dernier PI qu'on a complété en septembre, là, mais la tendance était quand même à la hausse. Donc, on a parlé de culture au début, parce que là, c'est cool. Hein? On parle de mécanique, puis on s'aligne sur les pratiques, puis on s'aligne sur le faire. Mais il va falloir s'aligner sur le être aussi. Ouais, c'est tout aussi important, Jean-René, puis on a entendu beaucoup parler dans les 2 dernières journées. Exact. C'est un « et ». Ça prend les deux. Puis là, ben, je pense que notre collaboration avec les gens de Talent Culture, le fait aussi que, encore là, à Beneva, on ne venait pas de transformer une culture existante, mais on vient en mettre une nouvelle en place, ben, ça a été un fantastique levier pour nous. Bien, je pense qu'on est vraiment chanceux chez Beneva, Jean-René, parce que, comme je l'ai dit tantôt, les gens de la culture sont avec nous depuis le départ. Et ils avaient une initiative pour livrer C'est quoi notre culture cible chez Beneva? C'est quoi nos marqueurs culturels? Sur papier, les 2 entreprises avaient une culture similaire, mais c'est en les mettant ensemble qu'on doit établir où est-ce qu'on veut être en tant qu'individu, en tant qu'entreprise. Et ils ont livré aussi leur référentiel avec, on a mis un exemple ici, on les appelle les marqueurs culturels. Donc ça, pour nous, c'était fantastique. Et très tôt, on a établi avec eux qu'on préconise qu'il y a seulement qu'une seule culture chez Beneva. Il n'y a pas de culture d'agilité, culture d'expérience client, culture de DevOps. Il y a la culture Beneva. Et là, on doit se rallier, on est rallié, on est cohérent avec cette culture-là parce qu'on s'est rendu compte que nos propres principes agiles étaient bien alignés. On s'est inspiré du manifeste, bien sûr, en termes d'agilité. On a enlevé un petit peu la connotation TI ou logiciel de ces principes-là et on l'a collé à notre vocabulaire interne. Donc, on n'a aucun cas dénaturé les concepts, mais on l'a bien aligné sur la bienveillance au cœur, la performance en tête, l'orienté client, le regard tourné vers l'avenir. Puis on le voit sur les principes ici, où est-ce qu'on a créé ces liens-là, avec des messages clés à passer sur le terrain, comment les utiliser. Donc, c'est vraiment un outil qu'on s'est doté dès le départ pour que les comportements agiles qu'on préconise, qu'on accompagne les gens sur le terrain, soient super bien alignés avec notre culture. Puis il s'est passé quelque chose, moi aussi, un petit apprentissage clé par rapport à mes expériences précédentes. Quand je vous disais qu'on a l'habitude, je pense, les centres d'excellence agile ou les coachs agiles, à porter quasiment l'ensemble des messages d'agilité. Avec les premières conversations avec Talent Culture, là, on voyait ça, on disait, crème, c'est déjà une bonne nouvelle. Là. Moi, quand je vois s'ajuster en continu tout en se montrant flexible, mais mon Dieu, je l'aurais voulu l'écrire, je l'aurais écrit de même. Tout à fait. C'est écrit responsabiliser les équipes. Bref, je dis, mon Dieu, tout est là. Cool. Fait qu'on va pouvoir travailler, on va pouvoir dire qu'il y a des servant leaders. On va dire, non, vous ne pouvez pas dire servant leader. Non, ouais, là, je ne pensais pas que tu allais m'amener là aujourd'hui, là, mais c'est correct. Fais-toi sans pas, ça va bien aller. Il y a certains termes comme ça qui choquaient parce qu'en tant qu'organisation, on n'était pas rendu là. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'au-delà de nous, comme coach, on était comme, mais mon Dieu, on a envie de parler de ça. Ouais. Et sur le coup, on avait peut-être le feeling que ça nous ralentissait. Parce qu'on avait envie de parler de ça. C'est un petit peu frustrant pour certains coachs. Moi, ce que je réalise après coup, c'est à quel point d'avoir un langage commun dans l'organisation pour parler de ce qu'on veut. Puis oui, c'est la job de l'équipe de culture, des gens de développement organisationnel, d'établir ça.
puis là, en collaboration avec nous. Mais je pense qu'on s'est ralliés parce qu'on court après la même chose, on court après les marqueurs culturels sont les bons. Donc, d'établir un langage commun pour éviter qu'il y ait des gens de développement organisationnel qui donnent des cours de développement de leadership dans l'organisation, puis il y a des coachs agiles qui passent par après, puis qui parlent dans d'autres termes, qui enseignent d'autres choses. Fait que oui, au début, c'était comme « Ah! » Mais pour moi, c'était essentiel qu'on ait le même vocabulaire parce que tu mentionnes l'agilité, mais il faut aussi que nos amis des autres pratiques aient le même langage dans tous les cas. Là. Donc, une culture, Jonathan. Une culture. Qui inclut le leadership agile. Oui. Là où on avait quand même un défi, puis tu l'as mentionné dans ta conférence, puis on l'a entendu aussi, c'est l'accompagnement des gestionnaires qui, dans le nouveau système, dans la nouvelle entreprise, cherchaient leur place. Donc, on les a pas laissés. On ne les a pas laissés de reste. On a créé beaucoup de matériel pour les accompagner du point de vue de l'agilité, du matériel de formation, comment on les accompagne sur le terrain aussi. Et avec l'équipe de culture, on a aussi bien clarifié qu'est-ce qui était dans leur responsabilité en tant que gestionnaire de ressources financières, tout ça. D'ailleurs, quand un gestionnaire arrive dans l'entreprise, il se fait expliquer comment son rôle est, incluant l'agilité. Et ensuite, lorsqu'il joue un rôle dans le système de création de valeur, parce qu'il participe à une gouvernance de train, par exemple, bien, nous, on a maintenant documenté un rôle qui s'appelle le directeur de train. Et puis, on lui explique qu'est-ce qu'on s'attend de lui dans le réseau, dans le train, dans la gouvernance du train. Donc, on a beaucoup d'outils maintenant à disposition pour pouvoir mieux les accompagner, puis on le fait en dialogue. On s'assoit avec eux, on les écoute. Je pense qu'on fait bien ça. On me fait signe 5, 6, c'est bon. Bon, on n'est pas pire. Super. On Hey, on arrive à la conclusion. Je pense qu'on a répété 7-8 fois. Hein? En conclusion, donne-nous donc un petit survol état de la situation, Jonathan, présentement. Le moment est opportun. Là. Écoute, on a un super timing. On arrive au bout de 3 ans, au bout de l'intégration, où on livre un MVP de ce que Beneva aujourd'hui, mais aussi avec un système de création de valeur qui arrive à une maturité telle qu'on peut aussi dire qu'on a une version 1.0. Donc, on a travaillé fort depuis le début de l'été pour la peaufiner, pour pouvoir... C'est le premier produit que le programme a créé quand même, là, et on va le livrer. Ça devient un actif organisationnel qui va vivre dans l'organisation, qui va être ancré dans nos opérations. Donc, ça nous prend des propriétaires. On est en train de les identifier, une équipe de soutien pour pouvoir le faire vivre dans le futur. Puis, on va pouvoir se tourner vers la deuxième phase, accélération, que tu mentionnais en début de rencontre. C'est intéressant d'opérationnaliser tout ça. C'est comme le programme, tranquillement, qui a mis au monde le système de création de valeur. On t'arrête d'assurer le passage aux opérations pour que ça devienne vraiment un actif pérenne. Vous vous souvenez, le petit bout ancré, là, le dernier morceau, le dernier instrument modèle. Puis oui, là, on va pouvoir se consacrer à l'accélération, réduire la taille des lots, briser les dépendances, plus de financement de type lean budgeting, continuer de travailler les réflexes de gouvernance de gestion. Fait qu'on a encore un peu de travail devant nous. On va faire des révélations sur nos prochaines stratégies. Là. C'est Mike qui l'a dit tantôt, tu as vu? C'est ça qu'il a dit. Puis peut-être de ta chaise, défis, ouais. de ta chaise, comment tu as vécu ça? Puis qu'est-ce qui serait pour toi les plus grands défis auxquels tu as eu à faire face, Jonathan? Puis vous ne seriez sûrement pas étranger à ça. Il y en a quelques-uns qui sont revenus dans les présentations qu'on a vues ces 2 derniers jours, mais on va le dire, on a entamé une transformation en plein regroupement. C'était déjà un défi en soi. De le faire en pandémie, tout le monde l'a vécu, mais quand même, on avait ces 2 éléments à jongler en même temps. La mobilisation, l'engagement des gestionnaires, le middle management, on le mentionne souvent, c'est un défi. Bien, on l'a eu sur notre radar depuis le début. On y travaille fort. Ça reste encore aujourd'hui un défi. Donc, on garde toujours ça en tête. Tu mentionnais hier qu'on ne pouvait pas faire bouillir l'océan, mais on était parti avec une sacrée portée, là. Toute l'entreprise était désireuse d'embarquer dans le mouvement. Donc, c'était un point de vigilance quand même pour s'assurer qu'on fait les bons accompagnements aux bonnes personnes au bon moment. La communication, évidemment, là, je n'apprends rien à personne là, qu'on ne communique jamais assez. Donc, si vous posez la question, c'est que vous n'en faites pas assez. Il faut vraiment communiquer les plans, les objectifs, etc., etc. Bien, la collaboration transversale, je crois qu'on réussit bien, mais ça a été un défi d'allier tous les gens autour. L'effet silo n'est jamais bien, bien loin, hein? Ah. Jamais bien, bien loin. Tu ne voulais pas écrire un livre là-dessus, toi? Oui, je voulais
Un jour, Oui, oui. on va me bercer en Donc, écrivant ça. oui. Donc, allier toutes les pratiques ensemble, travailler en mode matriciel, ça a toujours été quelque chose sur lequel on regardait. La tolérance à l'incertitude, bien, il y a des gens qui sont pas confortables là-dedans. Même si c'est dans notre modèle culturel, les coachs, les conseillers en agilité se retrouvent face à des gens sur le terrain qui ne sont pas au même endroit. Il y en a qui accueillent le changement avec bienveillance, il y en a d'autres qui ont un petit peu plus de difficultés. Donc, il faut adapter notre posture de coaching en continu. Puis ça, c'est pas évident. Moi, j'ai ça à cœur de toujours avoir un bon fit de personnalité lorsqu'on envoie un conseiller accompagner quelqu'un. Et finalement, bien, la création du centre d'excellence, ça a été un défi, mais je pense qu'on l'a bien relevé. Mais il fallait savoir qu'on partait avec toutes ces équipes-là accompagnées, avec une équipe qui n'avait jamais travaillé ensemble. Donc, il a fallu former une cohésion d'équipe dès le départ, s'aligner sur une façon de penser, parler d'une seule voix, définir notre démarche d'accompagnement chemin faisant, définir jusqu'où on va dans notre intervention, parce qu'on collabore avec la culture, donc établir c'est quoi nos carrés de sable avec les autres pratiques également. Et tout ça en faisant monter en compétences les quelques 30 et quelques personnes du centre d'excellence. Bravo d'avoir relevé ces défis-là, Jonathan. On continue? On continue. Donc, la question qu'on se posait, qui était le titre de notre conférence, comment on mobilise et garde alignée une grande organisation vers des cibles communes d'agilité? Premièrement, ça prend un bon alignement initial. Si on veut se rester aligné, il va falloir un alignement initial. Il va falloir savoir pourquoi on le fait, comment on pense qu'on va le faire, c'est quoi notre définition commune de l'agilité organisationnelle, vers où qu'on s'en va avec ça. Ça va prendre une mobilisation de plusieurs pratiques, de plusieurs groupes d'individus. Puis ça, c'est vraiment clé. L'agilité organisationnelle, ça ne peut pas être porté uniquement par un centre d'excellence agile. Ça va prendre un programme structurant. Puis oui, ça se peut qu'il soit un peu gros, votre programme, parce qu'il y a beaucoup de monde à aligner, mais ça prend une structure de travail. Pour nous, de framer ça comme un train safe, ça a été fort utile, mais ça prend une façon de créer des moments d'alignement et de regroupement entre les gens. Puis ça nous prend un système de mesure qui est capable d'apprécier on est où, pour pouvoir se dire « on n'est peut-être pas tout à fait là, regarde ce qu'on apprend ». Parce qu'au-delà des mesures chiffrées, on reçoit beaucoup aussi de feedback. Il y a toujours une question ouverte. Qu'est-ce qui se passe bien pour vous? Qu'est-ce que vous devriez améliorer? Qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Donc, il faut que tout ça soit en mouvement et qu'on évolue vers l'agilité organisationnelle ensemble, intervalle par intervalle. Et le dernier morceau, bien, si vous avez la chance, comme nous, de créer des alignements culturels, si on est capable d'ancrer des comportements agiles dans la culture de l'organisation, si les équipes de développement organisationnel, les équipes de développement de talent sont impliquées dans la conversation, bien, je pense que ça nous donne un bon coup de main. Moi, je trouve que ça ressemble pas mal à un banana split. Un banana split. Pas loin d'un Dairy Queen, là. On n'est pas loin d'un Dairy Queen. Merci beaucoup, tout le monde. Voilà. Est-ce qu'on a le temps pour les questions? Non. Personnellement, je suis disponible après s'il y en a qui veulent venir nous jaser ça. Merci beaucoup. Merci, Jonathan. Merci, Jean-René. Très belle prestation à nouveau. Alors, chers amis, merci d'avoir été avec nous pour cet Agile Tour 2023. C'est déjà complet. Je tiens à remercier encore une fois chaleureusement le comité organisateur, le conseil d'administration pour ce travail exceptionnel tout au long de l'année. Merci à tous les bénévoles qui ont travaillé extrêmement fort dans les derniers jours pour réaliser l'événement de ces 2 journées pour cette édition, le 15e de l'Agile Tour. Il y a un sondage de satisfaction qui va vous parvenir sous peu. S'il vous plaît, prenez le temps de le remplir. D'année en année, ça nous permet de peaufiner le travail, de vous apporter de meilleures conditions, de meilleurs conférenciers et de vous livrer toujours plus de qualité lors de ces événements agiles. En terminant, si vous avez le goût de vous impliquer dans la communauté Agile Tour, nous recherchons des personnes pour l'édition 2024 qui sera en charge d'organiser la 16e édition, parce que oui, il y en aura une. Alors, si vous avez de l'intérêt pour participer au conseil d'administration, l'organisation, visitez le site d'Agile Québec et vous pourrez contacter
un des membres du personnel qui va vous répondre avec grand plaisir. Mon nom est Carl Labrie d'Éclosion Animation Professionnelle. Ça a été vraiment un plaisir de vous accompagner. Vous êtes un public incroyable. On voit que vous êtes des passionnés. C'était beau de vous voir autant impliqués physiquement, mais surtout mentalement. On voyait que vous enregistriez beaucoup d'informations pour l'appliquer dans vos organisations respectives. Je vous souhaite sincèrement beaucoup de succès avec les nouveaux trucs agiles que vous avez appris au cours des dernières 48 heures. Merci également à mes partenaires chez Solotech pour le support technique exceptionnel. Je vous souhaite bon succès, un joyeux temps des fêtes et je vous dis à l'an prochain. Merci beaucoup tout le monde. Ciao!